Hello, bonjour, welcome to our Bonjour tout le monde, bienvenue à notre conversation conversation d'aujourd'hui sur rendre la main-d'œuvre canadienne forte pour un avenir durable. Alors, je fais partie de l'équipe des affaires publiques, je suis analyste, donc euh, politique au CCF. Nous voulons donc vous donner une idée de l'ordre du jour d'abord et nous allons avoir une présentation des apprentissages pour permettre d'encadrer la discussion qui aura lieu par la fin. Puis donc nous passerons un dialogue avec des questions-réponses et des remarques de clôture. Donc, le Centre des compétences futures reconnaît que Toronto est situé sur des territoires nombreux, qui comprennent les Hurons-Wendat, les Anishinaabe, les Haudenosaunee, les Mississaugas du Nouveau-Credit. Les traités concernent ces territoires et comprennent le pacte de la ceinture Wampum faisant référence au concept du bol à une seule cuillère. Une entente entre la Confédération iroquoise, les Ojibwés et les nations alliées vient à partager pacifiquement et à protéger les ressources autour des Grands Lacs ainsi que les traités du Haut-Canada. Nous reconnaissons que nous représentons le lieu de séjour de nombreuses tribus et peuples autochtones. Nous sommes reconnaissants de pouvoir apprendre et jouer sur ces terres et nous voulons pouvoir, donc, par ces faits, cette reconnaissance, insuffler un souffle d'énergie à la reconnaissance et à la réconciliation. Les diapos d'aujourd'hui seront disponibles à tout le monde, tous ceux et celles qui se sont inscrits. Veuillez ne pas utiliser la fonction de chat car pour les questions, nous allons passer à la case questions-réponses. Alors, vous verrez donc cette case au bas de votre écran. Nous pourront donc par la suite connecter avec vous. C'est un rappel ici que le webinaire est bilingue. Si vous voulez avoir l'interprétation, cliquez sur le bouton du globe terrestre au bas de l'écran pour choisir la langue qui vous convient. Alors, demain, nous serons hôtes d'une possibilité de conversation suite à cette rencontre. Il s'agit d'un groupe d'apprentissage par les pairs, une discussion ouverte, informelle dans un espace sûr et informel. Donc, ce sera virtuel demain, le 13 septembre, à 11 heures, heure de l'Est. Le lien, donc, d'inscription se trouve dans le chat euh, et sur notre site Web. Pour lancer cette conversation, veuillez accueillir Alex Stevens, qui est directeur adjoint de la recherche et de l'évaluation ici au Centre des compétences futures. Alex, merci. Merci Gazella. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue de la part du Centre des compétences futures. Je suis Alex Stevens, directeur adjoint de recherche et évaluation. My name is Alex Stevens. I'm the Associate Director of Research and Evaluation, Future Skills Center. Alors, je suis donc directeur adjoint ici au Centre des compétences futures. Je vous appelle d'Ottawa, le territoire traditionnel non cédé des Algonquins, Anishinaabe et les Wendat, ce qui comprend le bassin hydrographique du Mississippi. Alors, bonjour tout le monde, donc, et bienvenue. Ce que je vais faire, c'est je vais vous offrir un aperçu de la recherche que nous avons menée. Donc, pour préparer le terrain à notre conversation subséquente en matière de la transition vers la carboneutralité et les compétences et les emplois reliés à cela. Donc, je vais prendre une dizaine de minutes pour faire un aperçu, vous donner un aperçu de nos constatations et ensuite céder la parole à certains de nos partenaires exceptionnels qui feront un panel par la suite. Donc, je suppose que tout le monde peut voir mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on peut le voir. Excusez-moi un instant, je vais établir d'abord donc le terrain.
Je sais que la plupart d'entre vous sont au courant de ceci, mais bon, il est clair que les questions du changement climatique nous affectent directement, qu'il s'agisse donc d'inondations à Toronto, incendies de forêt à Jasper, donc les les glaciers qui fondent, évidemment, l'impact donc des changements climatiques se trouve droit devant nous et cela revient à notre reconnaissance des territoires et de la réconciliation. Les peuples autochtones et les communautés qui vivent souvent sur les premières lignes sont touchés le plus. Et nous devons garder cela à l'esprit quant au travail que l'on mène. Le Canada, donc, est un contributeur important à l'émission des gaz à effet de serre. C'est un autre élément. Nous vivons donc les conséquences des problèmes que dont nous sommes partiellement responsables. Par ailleurs, notre réponse à titre de pays, vous le savez, font l'objet de 2 objectifs principaux pour traiter de la question du changement climatique et pour bouger vers la carboneutralité. Nous voulons décarboner et donc avoir un réseau électrique neutre, carboneutre d'ici 2035 et donc être carboneutre du point de vue de l'émission des gaz à effet de serre d'ici 2050. Il y aura des transitions, donc en matière d'activité économique, un changement de certaines industries vers d'autres, un déclin du secteur, par exemple, des carburants fossiles, pas entièrement, mais il y aura quand même des perturbations quand les scénarios de décarbonation mèneront donc à plusieurs perturbations. Il faut donc voir quelles seront les voies à emprunter et qu'est-ce que ça voudrait dire pour différents secteurs, différents emplois et différents segments de notre économie. Donc, comme je l'ai dit, un mouvement de certains secteurs vers certains autres, un déclin, donc dans certains segments, dans certains domaines et une croissance imprévisible et assez volatile vers d'autres. Donc, en matière d'industrie manufacturière, de transport, de construction, bon, l'énergie renouvelable et ainsi de suite. Pour atteindre ces objectifs, il y a certaines forces sur le marché qui donc commencent à mener la charge en matière de demande vers les secteurs verts, l'énergie verte, les initiatives vertes de toutes sortes. Vous connaissez probablement cette publication donc de la RBC, Emploi col vert, où l'on présente le fait que 3,1 millions d'emplois seront perturbés au cours des 10 prochaines années dans cette transition vers la carboneutralité. Cependant, on prévoit aussi une croissance nette d'emplois dans le cadre de cette transition. Il y a donc un bon côté à tous ces changements et le CCF vise à comprendre et à appuyer donc la population apprenante à travers ces 2 facettes. Donc, comment donc on peut permettre de diminuer l'impact du côté négatif et d'accroître la participation des apprenants canadiens pour nous mener à cette transition. Alors, nous avons parlé au Conference Board et l'Institut donc pour l'intelliprospérité, le Centre des compétences futures, etc. et d'autres partenaires. Ces rapports qui ont été publiés par tous ces éléments visent à analyser quelle pourrait être la demande, quels pourraient être les secteurs touchés dans cette transition. Il y a certains éléments qui deviennent de plus en plus clairs, d'autres qui demeurent troubles. Mais ce sont les meilleures
pronostic avec les données disponibles quant à ce qui pourrait se produire quant à la demande en matière de compétences dans la transition vers une décarbonation. Il est cependant difficile, évidemment, de prédire l'avenir. Des données complètes avec des données complètes ne sont pas encore complètement disponibles et donc cette imprévisibilité, évidemment, affecte la possibilité de prédire exactement ce qui se produira et cela quand même mène à certaines lacunes vers donc un avenir que l'on pourrait décarboner, donc meilleur, mais pas idéal, évidemment. Bon, mais vous verrez, donc si vous allez voir ces différents projets en ligne, quels sont les plans, les scénarios possibles de se déclinant en 2035, en 2050, et c'est différent pour divers secteurs. Dans certains secteurs, cependant, les gains, les emplois les plus importants qui sont attendus sont dans les secteurs suivants: le secteur manufacturier, la construction, les transports, qui pourraient représenter 18 à 22 de notre économie. Donc la croissance importante, donc donc l'économie verte, donc d'ici 2050, évidemment un déclin du domaine des carburants fossiles et il y a une demande évidemment accrue vers une agriculture durable, les transports, l'énergie propre, etc. Cela veut dire une demande importante quant à notre main-d'œuvre et au développement de celle-ci pour la faire passer vers des occupations plus vertes alors que l'on perdra des emplois dans certains secteurs traditionnels. Alors voilà la recherche que nous avons tenté de mener et lorsque l'on considère ces scénarios de perturbation assez importantes, cela n'affectera pas nécessairement tous les emplois de l'économie. Suite à la recherche que certains de nos partenaires ont menée, on peut dire qu'à peu près 75 des emplois dans l'économie ne sont pas directement affectés par ces scénarios de décarbonation, parce qu'ils se trouvent dans des secteurs qui sont ni pas intensifs en énergie ni en GES, par exemple, le commerce de détail, la finance, les soins de santé, l'éducation, les services. Parlons du type de travail que l'on appuie et que l'on soutient au CCF. Donc il y a eu un financement de partenaires extrêmement talentueux et compétents dans les projets, donc et les initiatives progressives. Nous avons pu travailler avec des partenaires qui vont traiter des enjeux connus, certains de ces enjeux connus concernant l'adaptation à une économie décarbonée. Alors, que fait-on? On en entendra parler aujourd'hui. Nous travaillons au développement des compétences, donc des approches en la matière pour la main-d'œuvre précise à des secteurs et à des endroits, touchant des communautés, donc dans certaines communautés au pays. Donc, nous voulons travailler avec des personnes, des entités locales pour développer des solutions locales. Le travail est en cours et mon collègue Hem en parlera un petit peu davantage tantôt. Nous voulons aussi développer des nouveaux cadres de développement des compétences et de formation dans les secteurs en croissance afin que les employeurs et l'ensemble des intervenants comprennent ce que ça va vouloir dire, donc des composantes d'emplois verts. Donc, et enfin, nous travaillons à d'autres projets. Nous aidons la transition, donc pour les travailleurs à mi-carrière et dans les secteurs de croissance. Un des éléments clés, pas seulement dans les domaines verts, mais dans d'autres domaines, c'est d'étudier les perturbations économiques, les mouvements importants dans l'économie qui menacent de déplacer les travailleurs pour savoir ce dont ces travailleurs auront besoin pour compenser la perte d'emplois dans un secteur en déclin pour adopter des emplois donc dans des secteurs en croissance. Comment peut-on aider afin que cette transition soit le plus possible en douceur? Et donc, nous avons investi dans plusieurs
projets afin d'orienter des initiatives menant au recyclage et à la formation des travailleurs et comment donc on peut offrir des soutiens d'ensemble pour ces travailleurs et les employeurs également. Et nous sommes évidemment concernés par des questions d'équité et d'inclusion. Nous savons que euh, lorsqu'il y a donc des, euh, des communautés qui sont marginalisées, qui sont sous-desservies, cela les touche davantage et les perturbations donc les touchent beaucoup plus et souvent ces communautés ne peuvent pas capter les effets favorables d'une transition donc à la hausse dans certains autres secteurs. Bon, alors cela peut toucher ceux qui travaillent dans le secteur de l'équité et l'inclusion. Je suis à peu près à la moitié de ma présentation pour aborder des questions précises. Nous allons vous présenter des projets précis, formidables que nous avons soutenus pour vous donner une idée de ce que l'on fait. Un projet avec lequel on travaille s'appelle EdgeUp. C'est mené par une organisation qui s'appelle Calgary Economic Development, donc de concert avec les collèges de la région pour voir comment on peut soutenir les travailleurs et les intervenants de la région qui travaillent dans le domaine des carburants fossiles et comment on peut les faire passer du point A au point B dans cette transition le plus en douceur possible, sans perte de revenus et ainsi de suite, au moins minimiser ces effets. Donc, nous travaillons avec des intervenants du secteur gazier à cette fin. Bon, par exemple, formation des compétences, à peu près 300 apprenants ont participé à un projet pilote et nous avons vu déjà de très bons résultats. C'est le type de modèle qui permet aux travailleurs qui vont perdre leur emploi, qui ont perdu leur emploi, et qui leur permettent de passer, de transitionner d'un emploi à un autre. C'est important pour la transition verte. Lorsqu'il y a un secteur en déclin, où ces travailleurs vont-ils vers quoi vont-ils se tourner? Comment peuvent-ils utiliser leurs compétences actuelles pour les développer davantage et satisfaire donc un besoin? Il s'agit en fait d'un segment où les compétences sont très développées, où les emplois sont bons et bien payés. Bon, et il y a donc des communautés dans le secteur gazier et pétrolier, évidemment, qui travaillent à des emplois de services à faible compétence et moins bien payés. Nous travaillons donc avec ce segment, mais aussi avec des gens de l'Université de l'Alberta à Drayton Valley pour permettre à cette cohorte de se recycler sans frais de scolarité. Donc, nous avons mis au point un programme à cette fin. Avec Éco-Canada, une organisation bien connue dans le secteur environnemental, nous les avons aidés afin de travailler à une économie bleue, durable, tout ce qui a à faire avec le développement des régions côtières et océaniques. C'est un domaine où nous avons du terrain à prendre au Canada, à reprendre au Canada et nous pouvons certainement nous tourner vers des occupations de ce secteur pour les déterminer et savoir quel cadre de compétences peut être appliqué pour ces chercheurs d'emploi, ces apprenants et les autres intervenants de ce secteur. Avec le Conseil canadien du bâtiment,
Conseil canadien du bâtiment vert, du bâtiment durable. Nous avons travaillé à aider la mise en place de certains programmes et de formation des travailleurs en construction vers des bâtiments verts, vers des, par exemple la rénovation des bâtiments verts. Il s'agit de travailleurs, de superviseurs, de contremaîtres, etc., qui sont formés pour inclure euh, les initiatives vertes en la matière. Alors, nous voulons maintenant présenter nos leçons, les leçons principales que nous avons tirées de tout cela. Le- bon, pour la plupart des secteurs, il n'y aura pas vraiment une transition rapide, mais les transitions vers la décarbonation, on prévoit que cela causera ou mènera à une croissance nette des emplois et des offres d'emploi. En ce moment, il n'y a que 2 des emplois où il y a des exigences claires en compétences vertes. Et si on étudie les recherches menées par le Conference Board, il est intéressant de noter que certains de ces emplois sont dans le secteur des professions et que les autres secteurs ne sont pas immédiatement affectés. Les gestionnaires, les vendeurs corporatifs, etc., les autres professionnels pourraient l'être davantage. Certaines des conséquences clés ou des leçons clés, d'abord, les choses commencent à bouger, même si ce n'est pas évidemment, manifestement en ce moment des emplois verts, vers les emplois verts, mais les choses commencent à bouger et on s'attend à ce que ça s'accélère. Et c'est pour cela que nous devons voir comment nous pouvons nous adapter et adapter la main-d'œuvre à ces exigences. Cela pourrait ou non vous surprendre alors que donc nous étudions cette question, c'est qu'il ne s'agit pas nécessairement de compétences liées, compétences techniques vertes qui sont appréhendées, mais aussi des compétences non techniques dans le domaine qui mèneront à une demande plus grande en matière de décarbonation. Les compétences techniques, par ailleurs, selon nos recherches, sont moins importantes que les compétences non techniques, les compétences de communication, les compétences interpersonnelles, de résolution de problèmes, etc. C'est ce genre de compétences qui sont facilement euh, mobiles d'un domaine à l'autre. Et un avertissement ici, c'est que nous trouvons dans d'autres types d'études, y compris des études menées actuellement sur le marché du travail actuel, c'est que ce sont le type de compétences, en fait, qui sont en pénurie, en plus grande pénurie lorsqu'il y a une demande plus élevée. Alors, donc, on peut s'attendre à ce que ces compétences-là soient recherchées encore davantage durant la transition. Il est important, de noter que ces compétences sont nécessaires en ce moment même dans le marché du travail et qu'il y a une pénurie. Donc, il faut donc pouvoir combler ces lacunes et ça nous aide également à nous préparer à des défis à venir. Et enfin, rapidement, je dirais que nous avons des projets où nous étudions les niveaux actuels de décarbonation, d'information là-dessus, en matière d'éducation et de formation dans les divers instituts, les collèges, les cégeps. Et outre les programmes évidents, par exemple les sciences environnementales, l'écologie, il va falloir faire du travail pour intégrer la pensée verte, la technologie verte pour ces jeunes qui vont entrer sur le marché du travail dans les années à venir, afin de pouvoir satisfaire un marché du travail qui recherche de plus en plus
les compétences, ces compétences. J'ai travaillé avec diverses tables rondes et instituts pour comprendre qu'il y a une augmentation dans ce type de programmation partout au Canada, mais que les normes ne sont pas unifiées et uniformes. Et la démarche visant à mettre à jour ces programmes, à les moderniser, sont très lents et il faut donc pouvoir travailler au développement des capacités avec les diverses facultés et les établissements d'éducation afin de mettre au point les programmes qui seront nécessaires. Alors, je vais m'arrêter ici peut-être avec quelques mots de conclusion. Pourquoi est-ce que c'est important tout cela? Je vais vous laisser un peu lire ce qui est à l'écran. Je n'ai que quelques commentaires à ajouter ici. Comme je l'ai dit, il est difficile de prédire les compétences précises dont on aura besoin à l'avenir. Nous travaillons toujours à l'analyse de données qui seraient nécessaires pour voir quelles seraient les demandes quant aux compétences émergentes dans une économie verte. Il y a un manque de recherche prospective à cet égard pour déterminer quels seront les rôles, les nouveaux rôles. Et il y a donc définitivement des lacunes dans les programmes d'éducation des institutions, des établissements. Mais il faut résoudre les lacunes, les pénuries actuelles en matière de d'emplois qui sont très en demande avec des bons profils pour y répondre. Cela est maintenant même un défi et il faut donc pouvoir travailler à des solutions pour le moment et pour l'avenir. Et ceux d'entre vous qui sont novices en la matière, pour ceux-là, je souhaite préciser qu'il y a une différence entre un recyclage et la formation vers des compétences nécessaires pour la décarbonation vers une économie verte. Les compétences vertes visent des ensembles de compétences précis pour le changement climatique, les conséquences environnementales dans des domaines de énergie renouvelable, de technologies propres et ainsi de suite. Et il y a beaucoup de compétences dans l'économie actuelle qui pourront être recyclés vers une transition verte, qui ne sont pas particulièrement vertes en ce moment, ces compétences. Par exemple, les travailleurs de la construction, ceux qui travaillent à la distribution, par exemple, des réseaux électriques, de l'électricité dans le réseau du Canada, les gens de métier, donc les gens qui travaillent en construction n'ont pas nécessairement besoin de compétences vertes. Donc, la demande de compétences ne vise pas simplement des compétences vertes pour arriver à une transition. Il s'agit simplement parfois de recyclage, d'ajustement, de mise à jour pour y arriver. Nous allons donc en apprendre davantage de la part de certains de nos partenaires avec 3 projets auxquels nous allons travailler. Nous avons un partenaire à l'Institut pour l'étalité prospérité à l'Université de Montréal et à Oceanwide Conservation. Et je céderai maintenant la parole à ma collègue Laura, qui facilitera la séance. J'espère que j'ai bien résumé la chose, Laura. Alors, oui, merci beaucoup. Merci de votre présentation et du sentiment d'espoir que cela nous donne vers pour la transition vers une économie verte. Si vous avez des questions, veuillez s'il vous plaît utiliser la case de questions-réponses. Et maintenant, je vais demander à présenter notre panel d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons donc accueillir des personnes chargées des projets qui sont à l'étude et afin de inclure des secteurs en transition et du bois massif, des véhicules à zéro émission
vers le développement de nouvelles compétences. Il y a également d'autres secteurs qui vont nécessiter les pratiques et les connaissances des peuples autochtones afin que nous puissions adopter des pratiques plus durables sur la planète. Alors, je suis très heureuse de vous présenter plusieurs conférenciers. Hem Delakia, chargé de recherche principale, Smart Prosperity Institute ou l'Institut pour l'intelli-prospérité. Samantha Ranshaw, responsable des sciences, pêche et aliments de l'océan, Oliver Sonnentag et Camilla F. Gray, qui nous rejoint de Inuvialuit. Alors, je vais vous demander de vous présenter et nous parler de votre travail et on pourra passer directement aux questions de discussion. Je vais céder la parole à Hem en premier lieu. Merci beaucoup, Laura. C'est un réel plaisir d'être ici. Je voulais remercier le Centre des compétences futures. Alors, je suis donc un professeur associé au, justement, donc chargé de recherche principale au Smart Prosper Institute. On s'occupe de l'environnement et de l'économie. Nous sommes basés à l'Université d'Ottawa. Étant donné que le Canada avance vers cette transition net zéro, comme notre collègue l'a mentionné, il va y avoir une augmentation de différents types d'emplois, que ce soit la construction, la fabrication et d'autres types d'emplois. Au fil des 18 derniers mois, nous avons établi un partenariat avec le Centre des compétences de FUNIA pour voir comment l'action climatique et la transition vont avoir une incidence sur les emplois et sur les compétences au Canada. Beaucoup de ces emplois et ces exigences sur le plan des emplois seront d'une nature régionale. Donc, nous avons une certaine approche pour comprendre le besoin en compétences pour en arriver à des solutions sur mesure qui répondent aux besoins précis et qui ont un sens logique à l'intérieur de ce contexte. Nous avons étudié trois grappes, si on veut, qui sont importantes pour l'économie. Alors, les véhicules à zéro émission en Ontario, associés au transport. Ensuite, les protéines d'origine végétale au Manitoba et à la Saskatchewan, donc le secteur alimentaire. Et dernier point, en Colombie-Britannique, qui porte sur le logement et la construction. Et pour chacune de ces grappes, si l'on veut, nous avons regardé, cartographié toute la chaîne de valeur et on a regardé les besoins en termes de compétences pour chacune des occupations. Alors, j'aimerais partager deux perspectives avec vous. Alors, quelque chose dont Alex a parlé. Les compétences vertes. Beaucoup des compétences vertes ne sont pas nouvelles, mais il y a cette occasion pour nous de recycler les compétences déjà existantes, les mettre à niveau et les appliquer à des emplois à carboneutre. Alors, beaucoup de professions pourront nécessiter des mises à niveau, mais la bonne nouvelle, c'est que tout cela peut se faire dans un délai de temps très raisonnable. Deuxième élément, tandis que nous pensons aux compétences, nous pouvons bâtir un nouvel écosystème où ceux qui font les politiques, les institutions, les employeurs, les syndicats, etc., ainsi que les apprenants peuvent se rassembler et peuvent agir de façon simultanée pour relever des défis, qu'il s'agisse de pénurie de main-d'œuvre ou de rehausser les compétences de tout un chacun. Voilà, je vais mettre fin à mon intervention pour le moment. Merci beaucoup. Très bien, je pense qu'on passe à Samantha en prochain. Bonjour à tous et à toutes. Alors, j'arrive de Halifax, territoire non cédé des peuples Mi'kmaq. Je travaille comme responsable pour l'initiative OceanWise, une organisation de conservation qui travaille surtout au Canada, mais aussi sur le plan mondial, afin de réaliser différentes cibles pour avoir un impact positif sur nos différentes ressources. Alors, pour ma part, j'aborde la question de la surpêche. Et ce que nous faisons en tant que programme, c'est d'aider à identifier les pêches ou les producteurs agricoles qui font les choses de façon durable et les aider à tisser des liens avec ce qui se passe avec l'océan, en accord avec les épiceries, les restaurants et d'autres fournisseurs qui veulent avoir un impact vert, écologique. Et notre projet a été soutenu de façon générale par le CCF. Ça s'appelle Feed the North. Les pêches
et le développement économique dans le Nord. Et ce projet découle de l'entente que de façon typique, notre évaluation sur la durabilité est basée sur les données euh, de ce qui se fait donc ici dans notre monde occidental, mais en fait, il y a un écart entre notre compréhension sur les pêches artisanales et surtout les pêches artisanales inuit dans le Nord. Alors, nous avons établi des partenariats et collaboré avec un groupe qui s'appelle eCarvic, une organisation à but non lucratif et qui travaille dans le Nord pour établir un pont entre ces lacunes. Donc, s'assurer que les organisations comprennent, oui, les perspectives scientifiques du peuple occident, mais aussi euh, les connaissances et les valeurs des Autochtones sur le plan local. Alors, nous avons été en mesure d'identifier qu'on peut offrir une perspective de l'aide à ces gens qui sont impliqués sur ce programme. Et pour Context Youth, on parle de entre 16 et 30 ans, donc on parle de postes tôt dans sa carrière. Je pourrais être considérée moi-même pour un de ces rôles, imaginez. Alors, la plupart du temps, les gens avaient entre 18 et 26 ans, dépendant de où ils en étaient en termes de la transition, des étudiants ou des gens qui venaient de quitter leur vie estudiantine pour en arriver à une autre étape. Alors, dans le Nord, pêche que l'on considère. Qu'est-ce que nous devons connaître en tant qu'organisation pour soutenir la transition des pêches sur un marché durable? Comment pouvons-nous être guidés par les valeurs inuites, intégrer les connaissances inuites dans nos évaluations? Il y a de façon typique un manque de reconnaissance pour les pratiques durables dans ces communautés. Parce que quelqu'un comme moi à Halifax qui mène des recherches dans ce domaine, comment peut-on intégrer les connaissances et les compétences de ces gens qui se trouvent sur place dans le Nord par le truchement de ces pêches en question? Alors, c'était le tout début de notre projet et je parle au nom de OceanWise. Malheureusement, les collègues à Carvick sont en plus grande demande que je ne le suis et ne sont pas disponibles. Alors, je parle des apprentissages que nous avons vécus, que notre organisation a connus. Et certains des succès, c'est que nous avons vraiment changé nos politiques en tant que OceanWise, à savoir comment on transige avec les collectivités inuites. C'était toute une expérience pour nous-mêmes et nos collègues. Et cela a vraiment façonné notre façon d'évaluer les pêches ou même comment nous avons appris de ces différentes communautés. Alors, j'ai hâte de discuter d'autres apprentissages tandis que nous continuons sur notre périple. Merci, Samantha. Je vais céder la parole à Oliver et Camelia. Vous êtes en son ligne. Oui, en fait, je vais céder la parole à Camelia parce que c'est un de nos partenaires Inuvialuit de la région de Inuvit et de cette région. Et je me considère comme étant un visiteur du Sud. Alors, je pense qu'il est approprié que ce soit elle qui fasse les commentaires préalables. Il nous parle de son environnement et qui nous parle d'elle-même ici, évidemment. Merci, Oliver, bien compris. Bon après-midi. Je suis Camelia Gray. Je suis Inuvialuit et j'habite la communauté de Inuvik, territoire du Nord-Ouest. Et je travaille sur une base saisonnière avec le Trail Valley Research Site, de concert avec l'Université de Montréal, Wilfrid Laurier, les chercheurs ainsi que d'autres chercheurs qui viennent nous visiter ici dans le Nord. Alors, Inuvik est dans l'Arctique de l'Ouest et nous sommes très préoccupés par notre environnement naturel et nos ressources. Par le passé, je dirais vers la mi-70 ou la fin des années 70, il y a eu ce boom pétrolier ici au delta Beaufort-Mackenzie. Et à l'époque, il n'y avait pas tant de préoccupations sur des questions environnementales ou les ressources naturelles qui se trouvent dans notre région de l'Arctique de l'Ouest. À cette époque, il y avait un comité pour les droits acquis des peuples originaux et on tenait en compte leurs préoccupations. Ils ont élaboré une entente qui est devenue l'entente finale Inuvialut et elle a été signée, cette entente, en juin 1984. Les objectifs
euh, de ces accords, cet accord final, continue à être de préserver l'identité culturelle de l'autre et les valeurs changeantes ou qui évoluent de la société du Nord, que nous soyons des participants importants dans l'économie et la société nationale. Les principes sont exprimés par le besoin d'une pleine participation de notre part sur les questions de d'indépendance ou d'autonomie économique basée sur des principes solides. C'est aussi pour protéger et préserver la faune et la productivité environnementale. Si vous regardez de plus près cette entente et tous les règlements et autres préoccupations, tout cela se trouve dans cette entente. Et dans cette entente, les gouvernements territoriaux et fédéraux ont soulevé toutes sortes de lois ou des tribunes pour s'assurer que lorsqu'il y a ou si on a besoin de formulaires pour mener des recherches sur notre territoire, que ce soit sur des autoroutes ou sur l'océan où se trouvent et d'autres activités d'exploration de pétrole, etc. Il y a des règles qui doivent être suivies, des droits qui doivent être respectés. Et cela est devenu plus authentique du côté territorial et fédéral et Inuvialuit qui s'est rassemblé, s'est réuni et a discuté pour s'assurer que tout cela soit respecté. C'est toujours mieux de comprendre ce qui se passe auprès de tous les gouvernements, pas que le fédéral et le gouvernement territorial, mais aussi ce qui se passe auprès des gouvernements autochtones, avec toutes les différentes universités, les programmes ou les projets qui se concentrent sur les changements climatiques, le réchauffement de la planète, l'érosion, et des préoccupations quant aux pergélisol, etc. Surtout depuis quelques décennies, les gens dans les pays occidentaux sont devenus plus sensibles et plus conscients du changement de nos ressources naturelles. Et avec les deux types de connaissances qui sont partagées avec les chercheurs, les scientifiques, les aînés, les collectivités préoccupées, les peuples, etc., on est une meilleure équipe de travail. Tout va tellement mieux lorsqu'on se concentre sur une passion qui nous est commune. C'est après tout, l'environnement naturel dans lequel nous vivons. En tant qu'individu, ces quelques dernières années, j'ai acquis davantage de compétences. Je travaille davantage sur le terrain, j'offre davantage d'aide à certains des chercheurs et je suis très reconnaissante du fait que j'ai pu rencontrer Oliver Sonnentag et que j'ai pu commencer à travailler avec le Trail Valley Cruise, avec d'autres chercheurs et scientifiques qui vont sur le site du Trail Valley. C'est toujours, je trouve que c'est toujours un privilège pour moi de pouvoir dire qu'avec cette information que je détiens ici sur ma région et le privilège de pouvoir travailler avec ces gens que j'aime beaucoup accueillir, c'est tellement agréable d'avoir des communications ouvertes avec notre technologie mise à jour, euh, pas seulement avec les drones, mais ce webinaire. Regardez, on fait du réseautage continuellement pour rester au parfum des préoccupations, des conditions environnementales des uns des autres. C'est toujours positif de pouvoir partager ces informations. Je suis très heureuse qu'on m'ait demandé de participer avec les compétences, donc CCF et l'Université de Montréal également. Merci beaucoup. Il y a des diapos qui parlent un peu de notre région. Alors, c'est avec plaisir que je vais maintenir le contact avec le plus grand nombre de personnes possible et je suis sûre qu'on va pouvoir partager davantage d'informations, si on nous le demande en tout cas. Merci beaucoup.
Merci. Alors, je suis Oliver Sonnentag, département de géographie à l'Université de Montréal. Alors, je me concentre surtout sur comment les changements climatiques ont une incidence sur l'environnement naturel, le pergélisol et aussi comment tout cela a un impact sur la région du Arctic Bowl de l'ouest du Canada et l'atmosphère de façon générale. Pour ce faire, j'ai établi plusieurs sites de recherche sur un gradient de 2000 km de la Saskatchewan jusqu'à l'océan Arctique, la région du Nunavut. Et en fait, c'est la COVID qui a changé les choses pour moi. Il y a eu une fermeture des frontières qui m'a poussé à repenser à comment j'allais aborder mon travail. Alors, on est passé de Montréal à différentes parties des territoires du Nord-Ouest pour la maintenance et en apprendre plus sur le changement de l'environnemental. Beaucoup de choses qui ont changé, les structures lourdes, etc., les tours, toutes sortes euh, d'outils, etc. Et il faut tenir compte du fait qu'il y a beaucoup de gens qui vivent l'avant-plan de ces changements climatiques dans cet endroit qui est le plus impacté. Et cela m'a poussé à réfléchir à comment nous menons nos recherches scientifiques. Il n'est pas nécessaire de se déplacer s'il y a des personnes sur place qui peuvent être impliquées. Alors justement, grâce au CCF, il y a eu beaucoup d'échanges. Alors oui, les scientifiques du Sud, nous avons embauché des gens sur place. On peut tellement en apprendre suite à ces différents systèmes de connaissances. Quant à notre façon d'approcher la science, et nous pouvons avancer la main dans la main. Alors, j'ai proposé une série d'ateliers de développement de compétences sur les territoires du Nord-Ouest, y compris la fameuse région de Inuvialuit, le Ditcho et d'autres places encore, d'autres emplacements, d'autres régions dans les portions ouest du territoire. Et la grande question, bien entendu, est quelles sont les prochaines étapes? Comment allons-nous continuer à baser sur ce que nous avons appris avec le Centre des compétences futures? Et j'imagine que c'est en partie ce que nous allons aborder durant ce webinaire. Merci. Merci à tous et à toutes. Alors, il va y avoir des questions préparées que je vais afficher et je vais vous donner un ordre dans lequel vous pouvez répondre, mais j'aimerais que tout le monde réponde à ces questions. Alors, Camilla a commencé, il nous a parlé d'un genre de portrait de la situation, mais parlez-nous un peu plus des communautés locales avec lesquelles vous vous êtes engagé dans ce travail. Comment avez-vous travaillé avec ces collectivités? Pouvez-vous nous donner des exemples pris de la manière dont les contributions des collectivités ont influencé les stratégies d'engagement ou la mise en œuvre, ou même les résultats du projet au final? Hein, est-ce qu'on peut commencer par vous? Oui, absolument. Merci. Alors, lorsqu'il a été question de l'engagement communautaire, nous avons tissé des liens avec beaucoup d'organisations partenaires locales qui nous ont aidés à travers les différentes grappes sur lesquelles nous nous sommes concentrés. Certaines des collectivités comprenaient, pour les protéines à base végétale, par exemple, des gens, des groupes autochtones qui nous ont mis de l'avant ces perspectives, et des producteurs agricoles et des petites et moyennes entreprises qui venaient d'embarquer dans cet espace pour les véhicules à zéro carbone. Il y en a qui étaient là depuis un certain temps et d'autres qui venaient d'entamer leur travail dans cet espace. Pour le bois massif, nous avons parlé à plusieurs personnes dans les petites villes qui voyaient un ralentissement économique et cherchaient de nouvelles occasions pour créer des emplois au sein de leur communauté, pour réagir à tout cela. Beaucoup des conversations que nous avons eues, en fait, ont eu à voir avec l'encadrement dans le contexte et la conception des questions que nous posions durant nos entrevues ou nos sondages, et aussi la conception de nos ateliers. Par exemple, ce que nous avons entendu dire de la part de beaucoup de collectivités ou de parties prenantes, c'est qu'il y avait un genre de lassitude du fait de discuter de tous les défis. Alors, en tenant compte de cela, beaucoup des ateliers que nous avons conçus était structuré pour focaliser sur les solutions qui étaient dans le meilleur intérêt des communautés, des collectivités, selon elles, selon leur dire. Maintenant, j'aimerais passer à Samantha, si vous le voulez bien.
Alors, je pense que notre projet était mené par les collectivités presque exclusivement. C'était en fait le but à Joe Haven et Pond Inlet au Nunavut et d'avoir ce lien avec ces gens, justement, nous a aidés à engager les jeunes, en fait, que l'on a fait participer sur les différents ateliers dans le Nord. Ce que nous avons entendu dire et ce que nous avons appris, c'est que l'on ne peut pas vraiment aller de l'avant avec et avoir un lien avec quelqu'un si on n'apprend pas à les connaître. Alors, à chaque fois qu'on est allé dans le Nord pour organiser des ateliers, le premier jour des ateliers était ouvert, si on veut, pour explorer la communauté ou apprendre à mieux se connaître. Alors, la première fois que nous sommes allés à Joe Haven, on a partagé des aliments autour d'un feu de camp et on a appris à mieux se connaître, ce qui nous a vraiment aidé à passer à travers quelques-unes des questions un petit peu plus délicates. Et c'était ça la chose à faire. Au lieu de faire venir tout le monde dans une salle de travail où nous allions peut-être être à l'aise, mais les gens chez qui on allait allaient moins l'être et n'auraient pas eu envie de partager quoi que ce soit dans cet environnement. Ce que nous avons appris grâce à ces rencontres, avec ces séances d'engagement plus interpersonnelles qui sont ouvertes, bien, cela a complètement changé comment on a abordé notre prochaine journée d'atelier. Par exemple, nous avons appris Inuktitut, il n'y avait pas nécessairement de langue qui décrivait ce dont on parlait quand on parle de durabilité, entre guillemets, et qu'il fallait rencontrer la communauté pour mieux comprendre ce que la durabilité voulait dire dans leur langue par rapport à ce que nous préconisions sous la définition de durabilité et quels étaient nos objectifs. Alors, tout cela a même façonné notre façon d'entamer notre conversation avec ces communautés. Alors, voilà, ça, ce sont des exemples précis, mais c'est à eux que cela revient. Et c'est grâce à eux que nous avons pu avancer de quelque façon que ce soit sur le projet. Alors oui, j'espère que c'est en fait les collectivités qui ont mené. Oliver et Camilla. Camilla, voulez-vous prendre la parole d'abord? Oui, pourquoi pas. Étant donné que je suis née dans Tiktayatuk et grâce au fait que j'ai passé les premières années de ma vie là, j'ai beaucoup de membres de la famille qui s'y trouvent. J'ai vécu là depuis là. Remarquez que je suis allée au sud pour aller à l'école, puis je suis toujours revenue à Inuvik. Et j'ai toujours été ce genre de personne qui aime les rencontres. J'ai organisé et tenu toutes sortes de postes de gestion, de gestionnaire. Donc, je connais beaucoup de gens. Pas qu'ici, mais la communauté de façon générale. Ces dernières années, j'ai été en mesure de continuer à mener des visites communautaires. J'adore participer à ces réunions communautaires ou de participer à des ateliers. Lorsqu'il y a des chercheurs ou des visiteurs qui viennent par chez nous, j'encourage beaucoup euh, je- l'accompagnement. J'ai dit, venez avec moi visiter tel bureau. J'aime beaucoup ça. J'aime mener des rencontres entre les gens parce que la communauté aime beaucoup accueillir ces personnes et des personnes qui ont beaucoup de connaissances. Plus vous faites des échanges, plus ça va bien aller pour tout le monde. Aussi, euh, j'ai toujours encouragé les gens à faire partie d'une équipe et le fait que j'ai beaucoup fait partie d'équipe m'a octroyé beaucoup de compétences. Des compétences et des connaissances que je ne reconnais pas chez moi souvent, mais pourtant, je continue et avec ces rencontres et ces discussions et ces participations des ateliers, je vois de mieux en mieux comment il est possible pour nous tous d'être en mesure de réseauter en tout temps. Il n'est jamais trop compliqué ou difficile d'être aussi ouvert que possible, de poser des questions. Et si vous êtes passionné par ce que vous faites et de mieux comprendre les choses grâce à des échanges avec la collectivité, n'est qu'une bonne chose. Je pense que c'est Samantha, je pense qu'à Halifax, par exemple, on parle de Joe Haven ou Pond Inlet et vous avez parlé du fait que vous avez commencé vos activités autour d'un feu de camp et de faire des choses avec les gens de la collectivité, mener des activités avec ces gens. C'est ce qui aide
les organisations, les différents groupes de recherche. C'est du concret. C'est ce qui va aider quelques visiteurs que ce soit. De participer à ces réunions-là, de rencontrer les gens au sein de la collectivité, c'est la chose à faire. Alors, avec ce réseautage continu, là, moi, j'adore ça. Et c'est ce que j'encourage le plus, c'est ce que je fais le plus moi-même. Beaucoup des gens de la collectivité aiment beaucoup ça aussi, alors n'ayez jamais peur d'en faire trop, ils adorent ça. Ah, je ne peux que faire écho à ce que vient de dire Camilla. C'est de passer du temps au sein des collectivités. Pour le projet des compétences du futur, j'ai compris que ce n'était pas que d'avoir des gens du Sud qui vont sur place et qui retournent, mais ce n'est pas que ça, c'est de participer, d'y vivre, d'y être, de rencontrer des gens, faire mon tour de présence et d'être là. Peut-être d'organiser quelques présentations par-ci, par-là, euh, euh, organiser des petites réunions dans le bureau de la bande, inviter le plus grand nombre de possibles pour se joindre à la fête, entre guillemets, et d'être sur le terrain et de mobiliser les gens, de les engager. Bon, évidemment, là, nous sommes en train de nous rencontrer sur Zoom à cause de la pandémie. Nous n'avions pas le choix, mais je réalise aussi que après avoir bâti ces liens de confiance, etc., cela nécessite une présence aussi sur place au sein des collectivités. Et l'apprentissage était dans les deux sens. L'objectif est de développer des compétences, mais je suis tellement satisfait. Nous avons eu l'occasion de passer du temps nous-mêmes au sein de la collectivité. Nous avons appris nous-mêmes. Euh, alors, ça va dans les deux sens, cet échange et cet apprentissage. Et j'en suis vraiment très reconnaissant. C'est un privilège. Merci beaucoup. Alors, je vais passer à ma prochaine question. Alors, pouvez-vous nous parler un peu du rôle dont Alex a parlé, la question des compétences techniques et des compétences non techniques pour les personnes, les secteurs impliqués dans le projet? Oui, vous aussi formuler quelques commentaires sur comment cette science occidentale et les connaissances autochtones se sont-elles complétées? Voilà, c'est cette dualité, comme je viens de l'expliquer. La dualité entre ces sciences occidentales et les connaissances autochtones et la complémentarité, comment elle s'exprime. Je vais commencer avec Samantha sur cette question. Super, merci. Et oui, je pense que c'était le plus gros de notre projet. C'est de comprendre quelles étaient les similitudes et voilà, en tant qu'organisation de conservation et ce qui se passait déjà, ce qui existait déjà sur le sujet au sein de ces communautés. Pour davantage de contexte, Pandinot et Joe Havey ont mis de l'avant une demande pour avoir leur pêche. Mais pour ce qui est des pêches commerciales, ils sont en cours de développement au moment où on se parle. Alors, une partie de ce sur quoi nous travaillons, c'est de comprendre comment nous pouvions préparer ces pêches afin d'avoir un siège à la table, si on veut, lorsqu'il est question d'avoir une pêche durable dans le Sud. Et cela impliquait davantage d'apprentissage de notre part, je dirais, pour ce qui est de comment partager certaines connaissances concept pêche, où il fonctionne de façon déjà durable, mais non pas nécessairement toutes les compétences techniques ou les exigences pour aller glaner les données entourant tout cela pour valider si oui ou non c'est durable et quelle est la différence entre la quantité de données exigées pour quelqu'un comme nous du Sud pour parler donc une petite ou une pêche artisanale comparée à tout ce qui se passe sur le plan industriel ailleurs. Alors, on essaie de comprendre comment comparer ça et ça a été très important d'entendre ce que la communauté avait à dire. Et il faut que ce soit personnalisé selon la collectivité à qui vous parlez ou le type de pêche. Il ne s'agit pas d'une solution taille unique. Ça, c'est évidemment la réponse plus difficile. On ne peut pas. Comment passer par un processus d'engagement qui nous donne une bonne feuille de route et qui en arrive à une évaluation plus équitable au lieu de dire plus juste. Alors, on essaie de se pencher sur l'intégration de la science occidentale et les connaissances inuites. On y arrive. On n'y est pas encore, mais on y arrive. Alors, voilà. Et ce projet nous a aidés à avancer. Et j'espère que l'élaboration de nouvelles compétences pour ces jeunes qui sont impliqués et de prêcher pour une meilleure gestion des pêches. Et ça peut tenir compte des connaissances dont nous disposons avec les décideurs du gouvernement, tandis que leurs pêches sont en train d'être développées. Bon, nous allons passer à Oliver et Camilla.
Alors, peut-être que je peux donc me lancer. Alors, pour nous, notre travail est hautement technique avec de l'instrumentation météorologique très développée, très évoluée. Comment donc déployer ça sur le terrain? Bon, donc on a été dans le Nord, on a installé notre équipement, donc on a mené nos études scientifiques menées par la donc documentation scientifique occidentale. Mais ce qui a véritablement changé avec le projet du Centre des compétences futures avec Camélia et d'autres dans les territoires, c'est que les connaissances ancestrales ont mené donc le côté occidental, l'approche que nous avions envers la science, les questions que nous posions, ce qui pourrait être utile aussi pour les communautés et comment on pourrait les aider à s'adapter est aussi entré en jeu. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'était une situation bilatérale d'apprentissage. Ca Camélia, autre chose à ajouter aux commentaires d'Oliver? Oui, bien sûr. J'ai posé des questions, vous avez posé des questions quant aux compétences techniques et non techniques et Oliver a parlé du rapprochement des connaissances ancestrales et scientifiques. Il y a tant d'occasions différentes dans notre approche scientifique ces jours-ci. Par exemple, Starlink ou le Wi-Fi. Donc, dans la communauté où je me trouve, dans l'Arctique de l'Ouest, il y a eu des occasions des pour les intervenants communautaires d'avoir accès donc au Wi-Fi et lorsque l'on fait différentes présentations dans différentes communautés, particulièrement si on va suivre les cours à l'école, comment les connaissances d'un petit de 7-8 ans peuvent être développées. Ils peuvent donc apprendre, par exemple, à bâtir leur propre drone, à à faire des tas de choses. C'est incroyable comment peu de gens connaissent l'Arctique de l'Ouest et le plus on en connaît sur cette région géographique, le plus on sait à quel point on est évolué. C'est remarquable ce que les sociétés occidentales, bon, et l'industrie informatique, bon, il y a tant d'aînés, donc de plus de 65 ans maintenant, qui en apprennent davantage sur l'utilisation des ordinateurs et les avantages que cela procure. Par exemple, avec Starlink, avec les téléphones cellulaires, ça me ça m'époustoufle. Du côté de la connaissance scientifique et de la connaissance ancestrale, je dois dire que ça va main dans la main. Ça fonctionne de concert et du point de vue personnel. Lorsque j'ai participé à une présentation l'an passé, lorsque l'Institut de recherche Aurora a fait des recherches donc sur une île près de chez nous pour mettre à jour leur projet de recherche, ils parlaient des arbustes. Et moi, je les appelle la savane, je vais pas dire la forêt, je vais dire donc la terre. Alors, j'ai demandé donc aux chercheurs, c'était quoi donc, hem, donc des arbustes. Alors, ils m'ont montré cela. Alors, je me suis dit: «Waouh là là, c'est qu'on utilisait un terme différent et j'aurais dû m'informer moi-même des termes scientifiques utilisés». Bon, c'est tellement intéressant donc de participer à des rencontres communautaires pour voir ce qui se passe avec ces différents projets qui ont lieu partout au Canada. Enfin, donc les connaissances traditionnelles et scientifiques avec les connaissances techniques, les compétences techniques et non techniques, donc s'appliquent à tous. Nous sommes tous des apprenants et nous allons donc faire le maximum maintenant et à l'avenir. Merci Camélia. Est-ce qu'il y a des mots à ajouter là-dessus? Pam?
Bon, les connaissances techniques, au fur et à mesure qu'on fait le travail, on s'attend à voir des changements. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans l'industrie automobile pour le montage d'une auto à combustion, donc, et qui doit le faire maintenant pour une voiture à batterie. Donc, il y aura une expertise chimique nécessaire qui n'était pas auparavant. Par ailleurs, il y a des grappes où il faut des compétences non techniques, la prise de décision, la communication, la résolution de problèmes. Ces compétences semblent extrêmement importantes. Et ce qui est le plus intéressant, c'est la complémentarité des deux domaines, compétences techniques et non techniques, lorsqu'on veut achever un projet dans l'industrie de la construction automobile. Les montants et les panneaux sont produits en manufacture et sont assemblés ensuite comme des Legos par la suite. Alors, si l'on parle de bâtiments, les architectes doivent pouvoir coordonner avec la personne, les gens en manufacture qui bâtissent les montants de bois massif pour résoudre des problèmes ensemble. Du côté donc des connaissances techniques, on doit les appliquer dans la conception et dans la fabrication de ces panneaux. Et ça émerge ici et ailleurs, dans différents groupes, c'est très intéressant. Merci, Em. Prochaine question, Oliver et Camélia pour cela. Quels étaient les défis les plus importants auxquels vous avez fait face dans la mise en œuvre de ce projet et comment avez-vous traité ces défis? Alors, où commencer? J'avais cette idée formidable d'aller dans le Nord, de former les gens et tout allait fonctionner. Mais évidemment, les choses ne se sont pas passées comme ça. En faisant des allers-retours des territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, alors, mais avec mon approche scientifique et occidentale d'aller dans le Nord et former donc des ingénieurs en instruments météo, c'était pas évident. J'ai dû prendre du recul par rapport aux compétences techniques disponibles. Et pendant le projet, j'ai dû aussi remettre en jeu ce que je pensais donc des attentes du CCF, du projet du CCF. Je ne pouvais pas donner des certificats de compétences. Donc, l'élément technique a fonctionné différemment de ce que j'avais imaginé au début, mais ce qui m'a étonné, c'est la confiance et les relations qu'on devait donc forger avec les membres de la communauté. Je ne pouvais pas offrir donc un emploi à temps plein à tout le monde dans la communauté, mais avec certaines personnes de la communauté, comme Camélia, j'ai pu engager leur participation, les former et les aider à mettre de l'avant leurs compétences pour le Sud même. Bon, il y a un résultat non technique peut-être, mais le Conseil consultatif scientifique pour une nouvelle exposition sur le Nord canadien au Musée des sciences de Montréal, j'ai demandé que Camélia se joigne au Conseil consultatif scientifique pour offrir une perspective donc de première ligne sur les effets des changements climatiques dans le Nord. Et durant le projet, nous avons donc pu changer un peu la perspective et nous adapter. Camélia, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter ici? Oui, le climat, le lieu géographique où nous nous trouvons, il y a 2 lignes aériennes qui desservent la communauté. Et si on étudie les peuplements dans l'Ouest, on voit à quel point les communautés sont distancées l'une de l'autre. Et je dois dire que moi, j'habite dans le lieu principal de la région et nous avons 2 lignes aériennes qui nous desservent depuis le sud et les coûts sont astronomiques. Avec
La livraison donc de fret, cela coûte énormément pour les divers chercheurs et les équipements nécessaires à envoyer ou à ramener. Ça a toujours été une préoccupation importante, non seulement avec les denrées alimentaires ici, mais aussi avec tout matériel, tout fret qu'on souhaite donc transporter. Il y a de plus, quant au climat, pour donc les vols. Donc, il y a les hélicoptères, il y a les Cessna 185, il y a les Twin Otters. Il faut considérer avec les changements climatiques en cette période de l'année maintenant, c'est l'automne. Les couleurs, les jaunes sortent maintenant, mais il y a aussi euh, les, euh, les diverses conditions météorologiques du printemps, de l'hiver, le blizzard en hiver, et tout cela veut dire beaucoup d'attentes. Et nous attendons également que l'autoroute soit construite en raison des conditions météorologiques auxquelles nous devons faire face constamment. Et il faut toujours avoir donc un plan B et être à l'aise avec le plan C également, parce que parfois, les 2 premiers plans ne fonctionnent pas. Il faut donc avoir de la patience. Alors, il faut attendre que la météo change, que cet, cet équipement dont on a besoin pour terminer le projet nous arrive. Alors, il y a beaucoup à faire avec la région géographique, le lieu même et les coûts immenses que le transport là-bas représente. Alors, merci. Hem, à vous la parole. Quant aux défis à relever, donc Oliver en a parlé, de la confiance à établir avec diverses communautés où nous travaillons. À Windsor, à London, en Ontario, dans différents lieux de la Saskatchewan ou du Manitoba, où nous avons fait certains de nos travaux. Et nous étions très conscients du fait qu'on ne voulait pas donner la, la perception qu'on allait donc dire aux communautés quoi faire. Il fallait donc être respectueux, être à l'écoute et permettre à la communauté de nous aider à établir les défis pour que l'on puisse ensemble trouver des solutions. On était très conscients de cela pendant le projet, les relations à bâtir et le défi avait à faire avec les données et on en a parlé à plusieurs reprises ici. Et parfois, il est difficile de donc recueillir les données nécessaires dans les plus petites communautés ou dans les endroits éloignés. C'est quelque chose que nous pouvons améliorer pour avoir de l'information utile qui puisse aider les preneurs de décision à tous les niveaux d'en arriver à des décisions éclairées. Samantha. Oui, je fais écho à ce que Oliver et Camélia ont exprimé quant à l'aspect éloigné de nos lieux de travail. Évidemment, la météo, c'est un facteur, ainsi que et aussi à la nature de la pandémie. C'est là où on a commencé notre projet et ça a retardé notre capacité donc de commencer nos ateliers en personne. Et nous avons mis à l'horaire un atelier avec en même temps qu'une compétition de volleyball dans une de ces communautés et il faut savoir où on en est à ce moment-là. C'est aussi, je voudrais aussi faire écho à certains des éléments quant à l'impact du projet. Plusieurs de ces compétences, on ne va pas savoir si les gens ont développé ces compétences jusqu'à ce qu'ils doivent les utiliser. Par exemple, donc
la défense des droits quant à leur autodétermination en matière de pêcherie. Il y avait aussi un des défis qui était d'essayer de faire comprendre aux communautés, particulièrement aux jeunes avec qui on travaillait, la nature du marché, donc du fruit des fruits de mer au Canada. Et lorsqu'on essaie de vendre ces produits de la mer, certains des éléments auxquels on doit faire face. Alors, pourquoi donc, me disait-il, dois-je récolter davantage, que ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Parce que ce n'est pas quelque chose que ces personnes qui n'ont pas pratiqué la pêche commerciale connaissent ou comprennent, quant au contexte de surconsommation que l'on voit dans d'autres pêcheries et aussi imposer l'idée qu'il y a un moratoire en ce moment sur les pêcheries arctiques, quant aux pays autour de l'océan Arctique, mais ce sera donc levé, donc ce moratoire en 2027 et donc il y aura des étrangers qui pratiqueront la pêche dans leur région. Il faut comprendre que peut-être que vous ne pensez pas à la surpêche dans vos propres communautés, mais ces autres entités qui vont peut-être pêcher dans vos communautés n'auront pas cette incompréhension de la surpêche. Alors, il faut donc équilibrer à ce que l'on sait être vrai dans d'autres communautés par rapport à ce que aux pratiques établies dans nos communautés. Alors, il s'agissait vraiment d'autres éléments. Par exemple, aller à l'épicerie, donc aller voir quels sont les produits que l'on ne recommande pas pour différentes raisons et c'est des défis auxquels on a fait face. Bon, je vois, bon, ça a été une conversation très enrichissante et on en arrive à la fin de notre temps alloué ensemble. Je vais arriver aux 2 dernières questions et ce matin, vous nous avez offert une bonne ligne de pensée. Alors, pour en venir à les comprendre l'impact du travail que vous avez fait, étant donné les défis auxquels vous avez fait face et aussi penser aussi sur le plan politique. Et quels sont les changements de politique publique que vous souhaiteriez voir s'opérer pour mieux soutenir les collectivités avec lesquelles vous avez travaillé? Je pense que je vais me tourner vers Hem d'abord et avant tout. Alors, pour ce qui est des changements politiques que nous aimerions voir, ce que nous avons compris suite à ce travail, c'est que lorsqu'il est question de formation de compétences, que ce soit technique ou non technique, les collèges et les établissements postsecondaires qui sont visibles au sein des collectivités sont mieux positionnés pour offrir des programmes de mise à niveau aux différents individus, eux qui sont le mieux à même de le faire. Alors, un changement de politique serait d'aider à les soutenir davantage dans ce sens, grâce au financement, des types de cours ou de changer les programmes ou d'offrir des bourses aux étudiants qui veulent embarquer dans ce sens pour présenter davantage d'opportunités. Autre question serait de penser à l'écosystème de façon plus large. Beaucoup d'opportunités qui surgiront seront dans les régions éloignées. Pensez à l'abordabilité de logements, de maisons, services de garderie, transport, comment les gens se rendent au travail. Toutes ces questions relèvent d'une très grande importance. Si les emplois sont créés là, eh bien, les gens vont vouloir y travailler. Voilà. Merci. Je vais me tourner vers Samantha et terminer avec Oliver et Camilla. Camilla, je pense que vous aviez des photos que vous vouliez partager avec nous également. Ah, peut-être que vous pouvez les préparer après que Samantha ait terminé avec sa réponse. Ce qu'on a entendu dire est fort de la part des gens qui ont travaillé avec nous sur ce projet du ministère des Pêches et Océans. Ils nous ont dit, avez-vous un cadre de travail dont on pourrait se servir pour identifier comment on travaillerait avec les pêches dans le Nord, l'océan Arctique, etc., tandis que celui-ci devient de plus en plus accessible et qu'ils commencent à élaborer leur plan de gestion. On aimerait avoir le cadre que vous avez développé suite à ce projet. Et on a dit, ah, mais attendez, on ne peut pas vraiment fonctionner nécessairement comme cela. Tout le monde avec qui vous engagez doit avoir été consulté parce que nous avons appris, ce que nous avons retenu en termes de nos propres politiques organisationnelles, c'est cette feuille de route vers l'engagement. Comment s'assurer que tout le monde autour de la table soit consulté ou en tout cas ait voix au chapitre. Et c'est ce qu'on espère imposer sur certains des jeunes avec qui nous travaillons également. Les opportunités vont continuer
à être soulevés dans la gestion des pêches. Alors, on espère pouvoir aider à façonner les politiques avec la participation de ces gens et ces collectivités. Alors, je ne sais pas précisément ce que j'aimerais, moi, voir de changer, mis à part le fait que d'autres organisations telles que la nôtre, comme Oceanwise et d'autres qui travaillent dans le Sud, avec qui nous collaborons, continuent à travailler dans ce sens. Qu'on puisse expliquer ce qu'on a fait avec ce travail. Les gens peuvent établir leur propre politique quant à leur façon d'engager de façon significative avec ces collectivités, non pas simplement cocher des cases, mais vraiment tenir compte des connaissances et des apprentissages dont nous avons pu profiter au quotidien, au lieu de tenter d'intégrer les choses à la dernière minute dans une réflexion. Comment gérer l'impact ou l'identification de l'impact, si l'on veut? À la fin du projet, nous avions un atelier. Au lieu d'aller dans le nord, on est allé à Vancouver et on a accueilli certaines personnes des différentes collectivités avec qui nous avons travaillé. Ils restent avec nous à Vancouver. Nous avons invité d'autres partenaires et d'autres partenaires en affaires, des fournisseurs de restaurants, etc., et d'autres groupes encore, et des gens de l'île de Vancouver aussi, qui venaient d'ailleurs, afin d'expliquer le travail sur lequel nous travaillons et permettre aux jeunes de partager leur histoire, tout ce qu'ils auront appris depuis les dernières années. Nous avons travaillé avec eux sur ce projet. C'était une autre façon d'expliquer où nous en étions, quels étaient les apprentissages. Et ensuite, les jeunes retourneront dans leur collectivité et auront à l'occasion la possibilité d'être impliqués dans l'élaboration, le développement de leur pêche et l'occasion aussi d'exprimer aux autres dans le Sud ce qu'il en a été. Et peut-être que ces gens-là auront accès à certaines de leurs ressources ou pourront en apprendre plus sur le processus d'engagement par lequel nous sommes passés avec tous les jeunes qui ont participé, etc. Voilà l'impact. Voilà ce qu'il a été pour moi, de voir que ces jeunes étaient capables de communiquer davantage ces sujets qui ne sont pas toujours faciles à aborder et de le faire de sorte à ce que ce soit logique pour eux et les gens qui sont impliqués. Voilà, c'était la cerise sur le gâteau, comme on dit. On a encore du chemin à faire, c'est sûr, mais c'était quand même très encourageant de voir comment les choses ont évolué. Et Oliver et Camelia, à vous les derniers mots. Alors oui, de façon générale, c'est sûr que nous avons beaucoup appris de notre projet, du centre des compétences. On n'a pas de cadre officiel, mais nous avons beaucoup d'idées pour les prochaines étapes et de mieux comprendre comment avancer. Mais en tant que professeur individuel au sein d'une université, c'est très difficile de mettre en œuvre quelque changement que ce soit. On peut aller chercher du financement pour des démarrages, etc., pour en arriver à certaines fins, mais les limites institutionnelles, euh, c'est pas évident. Et en termes de changement de politique, il y a beaucoup de changements des établissements qui sont nécessaires. De gérer projet comme celui-ci dans le Nord, il y a une différence entre les réalités du Nord et un environnement syndicalisé dans le Sud, comment on a accès à l'argent, comment on le distribue, les formulaires et les systèmes avec lesquels nous travaillons au sein de nos grands établissements ne sont pas prêts pour la réalité du Nord. Il a fallu que l'on trouve tant et tant de solutions créatives. Comment avoir accès à l'argent et ensuite comment le distribuer. Beaucoup du financement est passé par mon compte personnel parce qu'il n'y avait pas de mécanisme en place pour pouvoir faciliter l'accès avec les communautés du Nord. Ce n'est pas une solution viable sur le long terme. Il faut pouvoir travailler sur ces projets durables sur le long terme comme il faut selon les règles de l'art. Alors, ça a été très bien comme premières étapes, mais qu'est-ce qui nous attend? Je n'ai pas trouvé de réponse à cette question encore. Emilia, Camilla, pardon, y a-t-il quelque chose que vous vouliez ajouter? J'aimerais ajouter ceci. Il a été question de ce que nous devrions inclure ou quel changement apporter en termes de formation, mise au niveau des compétences. J'aimerais vous encourager. Si vous savez qu'il y a des ressources disponibles pour quelques programmes, que ce soit, partagez ces informations, surtout si vous allez visiter une collectivité, partagez cette information avec les autres afin que la collectivité soit au courant de ce qu'il lui est possible de faire pour tout ce qui est formation auprès des jeunes, surtout la formation auprès des jeunes, parce qu'il y a des fonds qui existent. Et voilà, faites passer le message, partagez vos informations sur les ressources pour aider dans ce domaine. Et que ce soit la formation sur le tas ou des expériences pratiques, là, continuez, partagez.
tout nouveau cours, des différents domaines où vous travaillez. Continuez à partager toute l'information qu'il vous est possible de partager pour offrir autant de soutien possible à la région ou le projet de recherche sur lequel vous travaillez, peu importe les collectivités auprès desquelles vous vous engagez au Canada. Mon grand plaisir de vous remercier. Merci au panel d'aujourd'hui. Je vous encourage tous à regarder les questions-réponses rapidement. Il y a peut-être des questions qui vous sont destinées particulièrement. Merci beaucoup et je vais redonner la parole à Gazala. Merci à tous et à toutes. J'aimerais terminer pour vous remercier. Merci pour les communications, les interprètes, les conférenciers, les panélistes et vous tous qui avez participé, qui ont pris le temps comprendre l'importance de notre travail collectif qui transcende votre chemin personnel et professionnel pour un avenir durable. On aimerait sincèrement savoir ce que vous avez pensé de la séance d'aujourd'hui. On vous demande encore quelques instants pour remplir le sondage qui apparaîtra en pop-up et au nom du Centre des compétences du futur, on espère se rencontrer encore une fois. Et comme l'a dit Camilla, Oliver, Samantha, CCF croit dans la puissance des collectivités. Et on va se revoir encore demain et jusqu'alors, profitez bien de votre journée.